Merde. Oui, bonjour à tous. Donc Isabelle Dressé, je suis la directrice du bureau d'études de l'ingénierie de groupe ADP. Donc je suis ingénieure moi-même. À ADP, j'ai eu des postes de directrice adjointe de l'aéroport du Bourget, des aérodromes d'aviation générale. Ensuite, j'ai aussi été directrice des aires aéronautiques à Orly, puis à Roissy. Voilà, j'ai intégré l'ingénierie il y a 4 ans. Et je pense que c'est important en tant qu'ingénieur d'appréhender aussi ce qui touche à la construction, parce que quand on travaille dans un aéroport, vous le verrez, tout ce qui est construction est très important et c'est le troisième poste d'émission en matière de carbone. Voilà. Et on va vous expliquer comment nous nous organisons pour décarboner notre activité, que ce soit sur le scope 1, 2 ainsi que le scope 3. Il y aura dans cette présentation également Olivier Cornefer et Stan Lego qui m'accompagnent. Donc, je veux juste leur passer la parole pour qu'ils se présentent rapidement. Donc, je vais passer la parole à Stan qui va intervenir en premier. Donc, Stan, Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? nous, on t'entend bien. Oui, très bien. Oui, ok. Merci Isabelle. Stanislas Legault, je suis responsable d'un pôle construction durable, donc à l'ingénierie d'ADP. Et donc, je suis Olivier Cornefer, architecte principal aussi dans le département d'ingénierie d'ADP. J'interviens sur toutes les plateformes d'ADP pour diriger des projets d'architecture et je suis aussi référent environnement dans le sens où j'essaie de développer des solutions de construction durable. Voilà. Voilà, donc je vais démarrer la présentation. Donc, je vais d'abord présenter nos objectifs et ce que nous avons mis en place en termes de moyens et de gouvernance. Donc ça, ce sont les engagements climatiques du groupe ADP, que ce soit sur le scope 1, scope 2 et scope 3. Donc, on intègre aussi des ambitions avec le scope 3, c'est-à-dire toutes les émissions externes de nos employés, mais également des opérateurs, compagnies, sous-traitants, etc., qui travaillent sur la plateforme. Donc, c'est plus facile, bien sûr, d'agir sur nos émissions internes. C'est pour ça qu'Orly vise en 2025 un objectif zéro émission nette avec compensation et sans compensation dès 2030. Voilà. Et concernant l'intégration des émissions externes, pour Orly, ce sera 2030. Donc on électrifie massivement, ça passe par des électrifications massives, comme vous le voyez, accès employés, passagers, logistique. On met tout en place pour accueillir des véhicules électriques. On a des accès, enfin, on rajoute en fait des connexions à RTE, que ce soit à Orly et CDG. On améliore tout ce qui est roulage au sol et puis tout ce qui concernera le décollage et l'atterrissage et la demi-croisière. On attend les ruptures technologiques avec notamment des avions à hydrogène. Voilà. Et pour l'instant, on a intégré dans notre bureau d'études des compétences en hydrogène pour préparer ces ruptures technologiques. Donc, ce slide, c'est vraiment pour vous expliquer qu'on ne travaille pas que sur nos émissions internes. On est obligé, avec le scope 3, d'intégrer les émissions des externes, donc des acteurs qui travaillent, qui ont accès à notre plateforme. Je vous ai parlé donc de la construction. Donc, en tant qu'ingénieur, même si vous êtes ingénieur aéronautique, il est important de comprendre que sur un aéroport, on construit, donc on aménage, on fait des travaux régulièrement, notamment, vous verrez, il y a des slides où on montre nos travaux de réhabilitation de pistes, de taxiways. On construit des aérogares, on réaménage des aérogares. Et donc, il est important de comprendre que la construction, donc ça, c'était les chiffres en 2019, hein, juste avant Covid, représente 400 kilotonnes de CO2. Donc, c'est 16% de nos émissions, le troisième poste le plus important pour ADP. Alors, bien sûr, le poste le plus important, c'est le cycle LTO, hein, Landing and Takeoff. Mais ce cycle-là, il faudra attendre la rupture technologique. Donc pour l'instant,
on agit sur ce sur quoi nous avons la capacité en fait de transformer, de maîtriser nos consommations. Donc on va électrifier massivement, mais aussi dans la construction, regarder ce que l'on peut faire pour décarboner. Alors tout ça pourquoi? Parce qu'on a aussi des objectifs stratégiques qui s'appellent Pioneers 2025, ce sont des objectifs groupes, et on s'est engagé à fixer un budget carbone pour le cycle de vie de tous nos projets d'investissement de plus de 5 millions d'euros. Donc l'année dernière, c'était 10 projets, cette année, c'est 50% des projets de plus de 5 millions d'euros, et en 2025, ça sera 100% des projets de plus de 5 millions d'euros. On calcule un budget carbone. Stan vous expliquera. Et on s'est engagé, alors bien sûr, on est Airport Carbon Accreditation, et on a aussi des objectifs qui ont été validés en Science-Based Target Initiative. Pour ce faire, on a mis en place une démarche. Alors au départ, on l'avait appelée Ecofabrique, et puis on l'a baptisée cette année, c'est Nouvelle Ère. Voilà. D'ailleurs, on a eu la presse qui est venue, on a fait des communiqués de presse et on a eu des articles dans les journaux. Et c'est une démarche sur laquelle on travaille depuis 3 ans. Et on a mis 1 an pour la mettre en forme et la présenter au COMEX, donc au comité exécutif avec notre PDG, puis l'ensemble de la gouvernance. Donc c'était le 30 janvier 2023, donc ça va faire bientôt 2 ans. Et la gouvernance nous a validé en fait la mise en place de cette démarche pour contribuer à la décarbonation en matière de construction. Donc c'est une démarche, c'est aussi un lieu. Donc Olivier vous présentera le Hub Nouvelle Ère, c'est le lieu que nous avons mis en place à Orly, dans un immeuble dans lequel on travaille, donc qui est accessible par rapport aux aérogares. Donc c'est un showroom technologique. Et on réalise pas mal de rencontres avec des partenaires externes, des entreprises. C'est aussi une caution donc, pour nos nouveaux projets, que ce soit des nouveaux projets ou des projets de rénovation ou de densification, donc tout type de projet. On encourage les innovations, donc c'est un laboratoire d'idées et bien sûr c'est un changement de culture puisqu'on embarque également les maîtres d'ouvrage et l'ensemble de la filière ingénierie au sein du groupe. Et les thématiques, c'est bien sûr décarboné par le choix des matériaux, c'est le réemploi, les énergies renouvelables, tout ce qui est rationalisation des process, il faut penser à densifier, être modulaire, et on intègre aussi des sujets comme le paysage, la biodiversité, zéro imperméabilisation nette, c'est toujours difficile à prononcer, et zéro artificialisation nette. Voilà. Vous avez ici le détail des thématiques. Donc Olivier vous présentera certains projets que nous avons mis en place. Mais voilà, vous avez l'ensemble dans la décarbonation, on va travailler sur le bois, le béton bas carbone, etc. La sobriété, ça va être qu'est-ce que l'on peut faire au niveau des façades, l'éclairage, le réemploi. Les énergies renouvelables, nous avons dans notre bureau d'études recruté de jeunes ingénieurs experts en photovoltaïque, mais aussi déjà en hydrogène. Rationaliser les process. On utilise beaucoup le BIM aussi également pour nous aider. Et puis paysage, biodiversité, Zinzan, j'en ai parlé. Oui, il y a quelqu'un qui veut parler. Je poursuis. Et bien là, je vais passer la parole à Stan qui va nous expliquer comment on a mis en place un budget carbone, comment on calcule nos budgets carbone. Oui, merci Isabelle. Donc effectivement, comme tu l'as indiqué, donc notre groupe a défini un objectif stratégique il y a 2 ans maintenant, d'évaluer un budget carbone pour tous nos projets d'investissement de plus de 5 millions d'euros. Et cette évaluation, elle se fait dès la faisabilité du projet. Et c'est là un peu toute l'originalité et ce qui permet de différencier la démarche par rapport à une analyse de cycle de vie qui, elle, se fait plutôt traditionnellement en phase conception. Là, la démarche budget carbone, elle est vraiment portée dès la phase amont et donc dès les études de faisabilité.
Elle englobe tout le cycle de vie, donc comme une analyse de cycle de vie. Donc l'évaluation carbone, le budget carbone qu'on définit, il comprend bien les phases construction, exploitation, les émissions liées à la consommation d'énergie de l'installation, la maintenance et également la fin de vie. Ça va être pris en compte pour tous les projets de 5 millions d'euros, quelle que soit leur nature. Donc, on va aussi être en mesure de fixer un budget carbone pour des projets de voirie ou d'infrastructure, type rénovation d'une piste, on refait des routes ou des ouvrages d'art, mais également des projets de génie électrique, production d'énergie, ou bien des systèmes industriels comme des projets de rénovation sur des systèmes tribagages, par exemple. Et en parallèle de l'élaboration, enfin de cette évaluation carbone, budget carbone systématique sur tous nos projets d'investissement en phase faisabilité, on a mis en place un outil de suivi de la trajectoire carbone de tous les projets d'infrastructure. Donc, vous avez une représentation sur la partie basse du diapo qui est théorique, hein, mais qui montre voilà, l'évolution d'une trajectoire de décarbonation des projets de construction. Alors, il y a plusieurs courbes là qui apparaissent. Il y a une courbe business as usual, une courbe qui apparaît en violet, qui est la partie haute, qui ne prend pas en compte des efforts de décarbonation des objectifs de décarbonation dans nos projets de construction. On a une courbe noire, la partie basse de l'enveloppe, qui correspond à une courbe où on ne fait aucun projet. On laisse grosso modo, on est à isocapacité, on ne mène aucun travaux d'augmentation de capacité et on se contente de maintenir l'existant. Et tout ce qu'il y a au milieu, c'est un peu les courbes intermédiaires, plus réalistes, ou avec prise en compte d'objectifs carbone. Et la courbe rouge, c'est celle vers laquelle nous souhaitons tendre, donc avec une réduction continue pour viser un objectif en ligne, aligné avec les accords de Paris, c'est-à-dire neutralité carbone à horizon 2050, ou plutôt un objectif de réchauffement planétaire à 1,5 degré à horizon 2050. Donc ça, c'est en ligne avec la stratégie nationale bas carbone. Donc, pour résumer, on a aujourd'hui un outil qui nous permet à la fois d'évaluer l'empreinte carbone en cycle de vie des projets en faisabilité, les budgets carbone, et aussi qui nous permet de suivre une trajectoire carbone des investissements à l'échelle de l'ensemble des projets de construction. À noter que cet outil, qui est le nôtre aujourd'hui, a été certifié par l'ADEME, enfin, l'organisme détenteur garant de la méthode bilan carbone de l'ADEME, à savoir l'Association pour la transition bas carbone. Et donc, nous sommes certifiés et donc conformes à la méthode bilan carbone. On peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, merci. Alors ça, c'est une copie d'écran de l'approbation récente de nos objectifs Science-Based Targets. Donc, si vous n'êtes pas familier avec les engagements SBTI, ils englobent l'ensemble des périmètres d'émissions de l'activité d'une entreprise. Donc, ça regroupe aussi bien les émissions dites internes, qui correspondent aux émissions liées à la production d'énergie, quand on en a, et c'est le cas sur nos aérogares, puisqu'on dispose de centrales de production de chaud et de froid, avec des réseaux associés, réseaux d'eau chaude et d'eau glacée. Donc voilà, ça correspond aux émissions internes. Également les flottes de véhicules ADP, ça rentre dans les émissions internes. Mais il y a également toutes les autres émissions et la partie la plus importante des émissions qui sont bien aussi prises en compte dans ces objectifs SBTI qui correspondent aux émissions externes ou pour ceux qui sont familiers avec la notion de scope, donc ça correspond au scope 3. Donc le SBTI englobe l'ensemble des périmètres des émissions, encore une fois, internes, externes, scope 1, 2, 3. Et les engagements pris par le groupe sont de deux types. Il y a un engagement moyen terme. Donc pour 2030, on a pris comme objectif de réduire de 27,5%
C'est assez précis. Les émissions d'une année de référence qui a été choisie à 2019. Pourquoi 27,5%? Ça correspond à une décroissance de 2,5% annuelle entre 2019 et 2030. Voilà, on fait la somme sur la période de temps, ça fait 27,5%. Et on a également un objectif long terme de réduction des émissions de l'ensemble des scopes pour 2050, de réduction de l'ensemble des émissions de l'ordre de 80, non, pas de l'ordre, c'est une objectif de réduction de 90% des émissions en 2050 par rapport à cette même année de référence, à savoir 2019. Donc ces objectifs ont été validés, approuvés par l'organisme SBTI. Et donc maintenant, bah, c'est clairement quelque chose dont il faut tenir compte dans nos projets, parce que 2030, l'objectif moyen terme, c'est clairement demain. Et tous les projets démarrant aujourd'hui doivent comprendre des objectifs ambitieux de réduction carbone pour permettre l'atteinte de ces objectifs. On peut passer à la slide suivante. Merci. Alors du coup, voilà une représentation un peu des différentes contraintes à la fois réglementaires et volontaires qui nous incitent à prendre des objectifs carbone ambitieux dans nos projets. Donc, on a évoqué à l'instant le SBTI, la feuille de route stratégique que ADP a prise en 2022, donc, qui porte le nom de 2025 Pioneers, dans laquelle on retrouve l'objectif de budgétisation carbone de tous les projets. Je ne l'ai pas mentionné, mais il y a également à droite là, le symbole de l'Airport Carbon Accreditation, le programme qui accompagne les aéroports dans leur stratégie de décarbonation. Donc, les plateformes parisiennes sont certifiées de niveau 4. On est presque voilà, au niveau maximal de cette certification. Et la RE 2020. Donc, je fais une petite parenthèse. Les aérogares aujourd'hui ne sont pas soumis à la nouvelle réglementation environnementale qui fixe des objectifs environnementaux globaux, y compris le carbone. C'est la nouveauté par rapport à la RT 2012. Mais cette réglementation va s'appliquer également aux aérogares courant 2025. Donc, très, très certainement, on aura une entrée en vigueur de la RE 2020 pour les constructions d'aérogares neufs à partir du deuxième semestre 2025. Donc, tous ces objectifs réglementaires ou volontaires nous renforcent l'idée de fixer des objectifs carbone, budget carbone ambitieux dans nos projets dès la phase amont. Donc, vous voyez dans la représentation sous forme de frise simplifiée en bas à gauche, la phase amont est représentée tout à gauche avec la mise en place d'un budget carbone. Mais on ne s'arrête pas là. Il y a aussi l'idée de suivre la performance carbone pendant les différentes phases de vie du projet. Donc en phase conception, on va systématiser le calcul d'analyse de cycle de vie carbone lors des phases clés un peu d'avancement du projet, donc en avant-projet, lors du pro. Et également en phase exécution, c'est pas tout de faire un projet avec un certain objectif carbone, c'est également intéressant d'aller vérifier que ce qui est installé répond à ce qui était prévu. Et donc, on va demander de façon systématique dans nos projets de réaliser des ACV carbone en fin d'étude d'exécution et également à la remise d'ouvrage en phase DOE pour valider l'atteinte de cette performance voulue sur le projet. Et tout ceci va nous permettre, encore une fois, la notion de trajectoire en bas à droite qui permettra de piloter la trajectoire carbone des projets de construction du groupe, menés par le groupe. Voilà. Merci Isabelle. Donc du coup, deux exemples de résultats de calcul de budget carbone sur deux projets bâtiments, mais différents. À gauche, vous avez un projet bâtiment neuf, qui a été malheureusement abandonné, mais qui a été fait. Donc, je vais vous présenter en exemple quand même. Donc, on parle d'un bâtiment qui comprend environ 10 000 m² de surface de plancher neuve, avec environ 3 000 m² de voirie construite aussi au sol. Donc, on a utilisé notre outil interne d'évaluation du budget carbone et ça a conduit au résultat suivant. On atteint un total d'environ 13 000 tonnes de CO2. Donc, encore une fois, ça couvre l'ensemble des phases du cycle de vie. Vous avez la répartition par phase. On voit ici sur ce projet bâtiment neuf
qui comprend, alors j'ai oublié de le préciser, environ la moitié des surfaces comme bureaux et l'autre moitié des surfaces comme des ateliers ou des zones d'activité. Donc on a sur ce type de bâtiment, sur ce type d'usage tertiaire, un peu plus de 75% des besoins, à peu près 83% des émissions, pardon, qui proviennent des matériaux. Donc la plus grosse part du budget carbone, de l'enveloppe carbone, l'empreinte carbone du projet vient de l'apport des matériaux, de la fabrication des matériaux pour construire ce bâtiment. Et on a après une répartition aussi selon les différentes phases. Et on voit que la part exploitation ici est relativement faible sur des bâtiments à usage bureau ou industriel avec des consommations énergétiques peut-être plus importantes. On pourrait avoir une part plus importante d'émissions pour la phase en exploitation. L'autre exemple, c'est un projet de rénovation donc dans l'existant. Donc là, on a un projet qui est toujours en vie de rénovation de l'intérieur d'une partie d'Orly 4 avec donc ce projet appelé RPDI phase 2. Donc on a abouti à un résultat d'environ 1850 tonnes de CO2 équivalent en termes de budget carbone, avec 96% ici provenant des matériaux. Donc là, encore une plus grande part qui provient des matériaux que pour le premier projet. Donc on a ici, on travaille sur une zone qui fait environ 5000 m². Donc on arrive ici à un ratio de tonnes du CO2 global au mètre carré sensiblement inférieur au premier projet. Et c'est logique parce que on est sur un projet de rénovation dans l'existant, donc on s'attaque pas, enfin on n'a pas les postes liés aux grosses œuvres sur ce projet-là. On est sur un ratio au mètre carré d'environ 400 kg de CO2, 300-400 kg de CO2 du mètre carré sur un projet de rénovation, alors que sur le projet neuf, on est plus entre 1000 et 1200 et 1300 kg de CO2 du mètre carré. Voilà deux exemples différents, neuf et rénovation de bâtiments, mais qui montrent voilà, enfin, quel type de résultat on obtient en termes de budget carbone et comment on peut analyser un peu les résultats aussi en fonction de la typologie des projets. On peut passer. Alors ça, c'est une illustration du suivi carbone, suivi de la performance carbone à toutes les étapes de vie du projet. Donc je me répète par rapport à ce qu'on a dit juste avant. On fixe un budget carbone avec l'outil d'évaluation d'empreinte carbone de la phase amont, qui nous permet après de donner un premier objectif dans le carbone dans les programmes. Après, on demande à réaliser systématiquement des analyses de cycle de vie technique en conception. Donc, dans le jargon interne ADP, la conception est entre les phases DE et DA, mais voilà, qui permet d'affiner le calcul du budget carbone avec des vraies études d'ACV qui, elles, vont considérer les quantités de matériaux et les types de systèmes et les modes constructifs qu'on a choisis durant les études. Cette phase-là permet aussi de décliner des objectifs carbone dans les marchés de construction. Donc en fin de conception, on a aussi un objectif de prendre des objectifs carbone ambitieux qui après servent voilà, d'objectifs contractuels à respecter durant la phase exécution. Et on prévoit également un suivi de la performance carbone par la réalisation à nouveau d'ACV à la fin des études d'exécution et à la remise d'ouvrage pour vérifier que ce qu'on a atteint en termes de performance carbone est cohérent avec ce qu'on avait prévu. On peut passer à la slide suivante. Merci. C'est encore une façon différente d'illustrer la même chose. Donc la notion de suivi de l'objectif carbone tout au long de la vie des projets. Donc on définit un budget carbone en phase amont. Donc ça va jusqu'à la DE. Après la DE, on va réaliser des ACV systématiques. Bon, nous disposons aujourd'hui même d'un accord cadre chez ADP qui nous permet d'industrialiser le calcul d'ACV, d'analyse du cycle de vie carbone pendant la conception et également pendant la suivi de chantier. Donc, de nouveau, on réalise des ACV qui vont pouvoir utiliser le même accord cadre. Voilà, on peut passer. Je crois que j'en ai fini pour ma part.
Ouais, là, je reprends. Merci, Stan. Je repasserai la main après. Alors là, c'est juste pour vous donner des exemples, hein, parce que nous, on passe certains de nos ingénieurs en formation. Hein, donc, il y a diverses formations qui sont accessibles concernant la construction durable. Et il y en a une qui a été pas mal effectuée au sein de nos équipes concernant le choix des matériaux. Et donc là, vous avez, on parle beaucoup concernant le choix des matériaux, on parle de kilos de CO2 équivalent par mètre carré ou mètre cube. Et donc, vous avez les aciers, feuilles d'aluminium qui consomment le plus, et puis, bien sûr, tout ce qui est bois qui consomme très peu, voire en négatif. Voilà, donc, et tout ça, ça nous permet, en fait, de construire après, dans la conception, d'affiner nos choix de matériaux. Et il existe des bases de données qui existent sur le marché. Hein, elles sont accessibles d'ailleurs sur Internet, et notamment les bases de données INIES, dans lesquelles on a toutes les particularités des matériaux grâce auxquels on peut affiner nos calculs. Et bien sûr, on a, dans les slides précédents, vous avez vu des noms d'outils. Pour les calculs ACV, on utilise des outils du marché. Deuxième étape, on a mis une gouvernance. Parce que c'est pas tout. Bon, on a bien sûr des outils, donc calcul budget carbone et puis calcul ACV, mais tout ça, il faut faire en sorte que ça fonctionne au sein des équipes. Donc une gouvernance avec, on parle budget carbone avec nos maîtres d'ouvrage, et on parle budget carbone aussi quand on présente nos dossiers avec la gouvernance, donc avec le PDG, les financiers, etc. Le PILT, c'est un plan d'investissement long terme. Et donc, on calcule aussi, c'est ce que vous avez présenté, Stan, la trajectoire de nos investissements doit être compatible aussi, enfin, on doit les ajuster par rapport à nos ambitions développement durable long terme jusqu'en 2050. On a mis en place un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour nous aider à faire les calculs. Ce n'est pas ouvrage, mais ouvrage. Et on a mis en place des process aussi. On aide nos maîtres d'ouvrage en ayant des checklists pour les aider à ne pas oublier des détails au niveau de la conception. Et on travaille sur la RE 2020. Alors, la RE 2020 pour les aérogares, la concertation démarre vendredi, le 20 décembre. Le lieu, Olivier vous en parlera de manière plus précise. Hein. On a même mis en place des newsletters et des animations dédiées. On a beaucoup de formations de nos équipes. On les fait participer à des forums. On organise nous-mêmes des forums dans lesquels on fait venir, donc les forums du bâtiment, on fait venir aussi des acteurs externes. Et on a mis en place une fresque de la construction. Et on innove. On demande à nos équipes d'innover. Donc, on a un système de Hub Innovation au sein du groupe ADP qui permet aussi d'avoir des manières de financer en fait nos recherches. Donc, il faut innover. On a des exemples précis qu'on va vous présenter après. On travaille beaucoup avec les écoles. Alors, c'est vrai qu'on ne travaille pas trop avec l'ENAC en matière de construction, mais c'est bien que vous soyez sensibilisés. On travaille beaucoup avec le STP, par exemple, des écoles d'architecture, et pourquoi pas avec l'ENAC. Hein. On a des liens avec des organismes publics et des entreprises, bien sûr, et une charte achat avec la DHA, enfin, direction des achats, pour intégrer des engagements environnementaux dès lors qu'on passe des marchés avec des entreprises extérieures. Donc ça, c'est une gouvernance. La gouvernance, c'est vraiment embarquer toute l'entreprise. Donc on a, vous voyez, des achats, alors bien sûr la direction juridique, hein, dès lors qu'on parle de marché, mais aussi les maîtres d'ouvrage, nous on est maître d'œuvre, concepteur maître d'œuvre, les entreprises externes. Voilà, le but, dès lors qu'on met en place une nouvelle méthodologie de travail, c'est embarquer, communiquer pour que petit à petit, ça devienne un réflexe. Quand on parle investissement aujourd'hui, il faut que investir, on parle également budget carbone en parallèle. Voilà, donc ça, c'est tout ce que l'on a mis en place. Donc en 2023, on avait beaucoup d'actions à mettre en place. Alors, on n'a pas inauguré alors, c'est plus Airlab, hein, c'est le Hub Nouvelle Air. On ne l'a pas inauguré en 2023, mais en 2024.
On a mis en place plein de forums en 2024 et maintenant on est en 2025, on est sur un rythme de croisière. Voilà. Et on a mis également en place donc, des webinaires, hein, c'est le cas présent. Le but, c'est de communiquer, communiquer, communiquer pour acculturer, mais également des formations en interne. CDP sont les chefs de projet et vous avez là la checklist, enfin voilà, les troncs communs et les sessions spécifiques qui ont été mis en place vis-à-vis de nos chefs de projet. Donc vous voyez que c'est très très dense. Donc, on parle des checklists environnement, donc à disposition des chefs de projet, mais aussi des maîtres d'ouvrage, les standards que l'on met en place, nos budgets carbone, le réemploi, les émissions de chantier, puisque en fait, il faut aussi également surveiller les émissions de chantier, les principes ISO 14001, c'est de développement durable, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est hyper détaillé et on forme l'ensemble de nos chefs de projet à ces nouvelles méthodes de travail. Quelques études et concrétisations, enfin ce que nous on a fait de manière réelle depuis 2023. Donc là, Stan, toi, tu as ce slide-là à commenter. Je te passe la main. Oui, pardon. Alors, au niveau des réalisations, oui, on a conduit un certain nombre de sensibilisations, comme tu l'as évoqué, à tous les niveaux de la vie du projet. Donc, autant les monteurs de projet qui font la phase amont que les chefs de projet en charge du suivi d'exécution. Bon, on a encore ce travail est un travail continu, donc et qui se nourrit au fur et à mesure. Donc du coup, c'est un travail qui est encore en cours. Au niveau des réalisations, donc on a initié la budgétisation carbone il y a 2 ans. Ça a donné lieu à la prise en compte d'objectifs de réduction carbone sur un certain nombre de projets, dont ceux qui sont cités ici. Le Salon Légende, on va y revenir après. Je crois qu'il y a une slide qui détaille des objectifs spécifiques à ce projet. Des PAF sous alpha également, un projet de mise en place d'une nouvelle douane, espace douanier enterré sous une voie de circulation avion au niveau du terminal 1 de CDG. Contournement Ouest, Orly, un projet voilà, spécifique sur plateforme d'Orly avec un volet voirie AirSAD et un volet également bâtiment. Satellite des Aragins, du côté de CDG, également un projet de capacité, de développement de capacité sur CDG. Donc voilà, on commence à vraiment industrialiser la démarche carbone sur un grand nombre et environnemental global sur un grand nombre de projets. En parallèle, les projets aujourd'hui de construction font l'objet d'une certification ISO 14001. Donc ISO 14001, c'est le management environnemental. Donc nous souhaitons aussi être plus vertueux sur la gestion des risques environnementaux en phase chantier. Donc avec voilà une expérimentation qui a été initiée cette année sur le suivi régulier des consommations d'énergie et d'eau en plus du suivi du taux de valorisation des déchets sur un certain nombre de projets. Mais cette démarche va être renforcée dans les années à venir avec un suivi environnemental spécifique à chaque chantier pour voilà, piloter les enjeux environnementaux spécifiques à chaque projet. La certification de l'outil carbone, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, conforme à la méthode ADEME du bilan carbone. Je pense pas grand-chose à dire de plus. Aussi, on a un outil de gestion de la trajectoire carbone des investissements, comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Là, on a le niveau 6. Donc là, c'est une expérimentation, un développement en cours. Donc c'est Olivier qui le porte. Oui, tout à fait. Donc, nous avons un grand projet de réaménagement du dernier étage de l'aérogare Orly 4, ex-Orly Sud. Pour ceux qui connaissent, c'est le bâtiment historique d'Orly qui se situe dans l'axe de la Nationale 7.
Et pour nous, ça va être l'occasion de développer ce qu'on appelle un démonstrateur de construction durable. Donc, on va faire une multitude de POC, de Proof of Concept, de prototypes à échelle 1 sur ce bâtiment, sur cet étage-là, que l'on pourra répliquer après pour nos futurs projets à plus grande échelle. Donc là, ça aura valeur de test et si c'est concluant, donc on va pouvoir le développer ailleurs. Là, c'est un focus sur la partie façade. Donc à gauche, vous voyez ce qu'on va développer pour les façades vitrées, en remplacement d'anciennes façades datant des années 60 qui ont des grosses déperditions thermiques. Dans le cadre de la réglementation éco-énergie tertiaire, alors Stanislas a parlé tout à l'heure de la RE 2020. Il y a une autre réglementation importante, c'est celle-ci, l'éco-énergie tertiaire, qui impose aux propriétaires de bâtiments tertiaires de réduire leur consommation énergétique de façon drastique dans les décennies à venir. Et donc là, l'idée, c'était d'avoir une façade beaucoup plus performante, donc bien mieux isolée qu'avant, donc avec du double vitrage, ça c'est la base maintenant évidemment. Des vitrages bas carbone, ce sont des vitrages décarbonés qui émettent moins d'émissions lors de leur production grâce à du verre recyclé et des fours qui sont chauffés de manière moins importante. Alors je sais pas si on peut voir ma souris en même temps, je sais pas comment partager ma souris sur Zoom, mais à la rigueur, Isabelle peut montrer, pointer Ouais. en même temps parfois. On va aussi employer des murs rideaux à structure bois. Donc la structure qui était à l'origine en aluminium va être en bois, ce qui nous permet aussi de décarboner cette façade. Et on va utiliser des isolants biosourcés. Donc ce sont des nouveaux isolants faits à base d'herbes, donc issus d'agriculture, hein, donc de chanvre, de coton et de lin. Ce qui fait que la façade que vous voyez en haut, elle est déjà réalisée en fait, hein, c'était la première phase du projet, et on pourra la répliquer à terme pour l'ensemble de la transformation du bâtiment qui se situe juste en dessous, les étages en dessous, sur une surface de 7000 m². Donc ça, c'était pour les façades vitrées. On travaille aussi sur les parties façades opaques pour des bâtiments plus techniques, par exemple. Donc sur cet étage, on a aussi des locaux techniques, ce qui fait qu'on va pouvoir tester ce type de procédé avec des parements géosourcés, donc à base de pierre, de poudre de pierre concassée, réagglomérée avec la résine. Donc il n'y a pas d'énergie qui est mise en œuvre dans la fabrication de ces matériaux, donc ils ont un très bon bilan carbone. Et il vient de protéger une isolation, une nouvelle isolation qui se situera en extérieur, qui va donc améliorer la performance thermique énergétique du bâtiment. Donc ça aussi pourrait être répliqué sur de futurs bâtiments ou des rénovations telles que la centrale thermique d'Orly, par exemple, que vous voyez dans la slide en bas à droite. Ensuite, on a, donc slide suivante, s'il te plaît, Isabelle. Ce que je vous ai montré, ce sont des matériaux qui sont très performants au niveau environnemental, mais qui sont assez classiques, qui ont un agrément hein, du CSTB, qui ont un avis technique, donc qui sont assurés, assurables. Par contre, on veut aussi se lancer dans une démarche plus innovante avec des nouveaux matériaux, et c'est ce qu'on va tester aussi sur ce toit, dans la zone encadrée en rouge, donc à gauche de la terrasse avec des nouveaux parements architecturaux qui sont aussi des panneaux solaires photovoltaïques qui font les deux à la fois. C'est-à-dire qu'ils ont une très belle matérialité architecturale, bleutée, avec des reflets irisés. Donc on va garder comment dire, l'esprit patrimonial du bâtiment, qui aussi joue aussi sur la teinte bleutée un peu changeante comme celle-ci. Mais en même temps, on va produire de l'énergie électrique qui sera un complément et qui va nous permettre de rendre autonome le projet, en tout cas au niveau de l'éclairage. C'est un projet de 3500 m² et l'ensemble de l'éclairage de ce projet, aussi bien en extérieur qu'en intérieur, sera alimenté par les nouveaux panneaux solaires. Et ces panneaux solaires, autre innovation, vont protéger une isolation biosourcée. Alors j'ai parlé tout à l'heure d'isolant biosourcé, mais c'est à l'intérieur. Il y a un agrément pour ces isolants qui sont relativement fragiles pour l'intérieur. Là, on sera en extérieur, ça nous intéresse encore plus, de manière plus prégnante d'isoler par l'extérieur pour des raisons architecturales et aussi techniques, puisqu'on évite ce qu'on appelle les ponts thermiques en isolant, en enrobant l'ensemble de l'enveloppe du bâtiment. Voilà. Donc ça, c'est une expérimentation qu'on mène directement avec le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, dans l'optique d'avoir une façade décarbonée au maximum et donc réplicable, encore une fois, sur nos futurs aérogares. Ensuite, on a donc sur la slide suivante développé en interne, donc les équipes d'ADP, le département d'architecture, de design et d'électricité, accompagné d'un bureau d'études éclairage qui s'appelle Ingélux, un nouveau luminaire qui aura pour vocation de remplacer à terme, petit à petit, nos éclairages actuels. Donc ça, c'est pour les rénovations, et puis venir s'incorporer dans nos futurs projets.
Donc, il s'agit d'un élément assez simple, un tube voilà, de 60 cm de long, qu'on peut très facilement réaliser par extrusion ou par thermofromage, qui est constitué, donc il y a une bonne analyse de cycle de vie avec des matériaux ayant un bon bilan carbone, puisque le plastique, c'est un plastique biosourcé à base de graines de colza et non pas issu de la pétrochimie. Et puis à l'intérieur, on aura des platines en aluminium déjà 100% recyclées qui vont supporter des nouvelles générations de LED. Donc les LED, ce sont les sources lumineuses qui consomment 30% de moins que les LED actuels et 50% de moins que les tubes fluorescents. Et ensuite, on a conçu ça avec nos designers comme un Lego géant, en fait, un mécano. Donc, ces tubes de 60 cm peuvent se connecter les uns avec les autres avec des pièces spéciales, mais aussi des pièces lumineuses. Donc, on peut avoir des lignes lumineuses comme on le voit sur ces images, mais on peut avoir des carrés, des croix, des suspensions verticales. Ce qui fait que c'est un élément qui va pouvoir s'adapter à toutes les configurations architecturales. Et donc, on est en phase d'expérimentation. C'est un projet financé par l'Union européenne. Et en 2025, on va avoir les premiers projets de déploiement dans nos aérogares avec une industrialisation, avec des fabricants de luminaires. Voilà pour la partie innovation. Ok, donc moi je reprends la main sur l'aspect piste et taxiway. Donc on a nos équipes infrastructures aussi qui travaillent beaucoup sur comment améliorer notre empreinte carbone concernant les pistes, les taxiways. Voilà, donc le but c'est d'améliorer les taux de recyclage et de diminuer les épaisseurs des infrastructures et de surveiller également l'analyse du cycle de vie, enfin la consommation carbone tout au long en conception mais aussi en chantier. Et en chantier, on a des audits qui sont réalisés sur le terrain pour vérifier que ce que les entreprises nous ont indiqué lors des appels d'offres est bien réalisé en phase chantier. Voilà. Et puis on a aussi des démarches permettant, voilà, on est en train de mettre en place, de tester des accotements drainants infiltrants. Voilà, pour assurer un rôle de sécurité au niveau de la sécurité aéronautique, hein, qui a une certaine portance, mais en même temps qui permettent le drainage le long des taxiways. Donc ça, c'est au niveau infrastructure. Vous avez là également sur le tableau en bas à droite les taux de recyclage qui ont été travaillés avec le STAC. Et ainsi qu'avec le laboratoire au sein d'Aéroports de Paris. Donc le taux de recyclage nous permet de faire du réemploi et donc d'améliorer notre consommation carbone, donc les émissions de carbone lors des chantiers. Donc que ce soit les chantiers routiers, puisqu'on fait des routes de service, mais aussi des routes aéronautiques, et puis tout ce qui est chaussée béton et tout ce qui est piste et taxiway. On a mis en place également avec les équipes cette année pour mieux en fait monitorer la déformation de nos pistes et taxiways, des capteurs. Et donc on développe des modèles aux éléments finis permettant de mieux anticiper les renouvellements, les réhabilitations de pistes sur la durée. Parce qu'aujourd'hui, on fait des réhabilitations à peu près tous les 8 ans. Le but, c'est de mieux monitorer et de ne pas forcément systématiser tous les 8 ans en fonction des déformations que l'on va observer avec ces capteurs. Ça, c'est un autre chantier. Donc, le salon, c'est un salon Air France hein, avec une nouvelle DEPAF, donc police aux frontières, aux arrivées du T2E. Donc, c'est un chantier qui mixe deux objectifs. Et ce chantier, Stan, là, on commence à prendre du retard. Si tu peux rapidement dire comment on intègre dans ce chantier tout ce qui est développement durable. Oui, très bien. Alors, du coup, on a trois objectifs principaux sur ce projet, dont le permis de construire est prévu d'être déposé dans les prochaines semaines, donc avant l'entrée en vigueur de la RE 2020. Donc, ce projet se situe, on a choisi d'anticiper la RE 2020 en réalisant une ACV suivant la méthode RE 2020 par anticipation. Donc, on s'est infliger des objectifs qui ne sont pas encore réglementaires sur ce projet-là dans la conception.
Également, la mise en place d'un suivi environnemental de chantier pour répondre à la norme ISO 14001 des chantiers et une labellisation BBCA. Donc, ce serait le premier projet aéroportuaire labellisé BBCA. On y travaille aujourd'hui avec les équipes de maîtrise d'œuvre. Donc, on retrouve l'idée de suivi de la performance carbone tout du long de la vie du projet, budget carbone. Là, on est au stade de la conception aujourd'hui. On a déjà réalisé une ACV de fin d'APS. On est en train d'entamer la fin de la PD, donc on a bien prévu de Donc faire c'est avant une le ACV. projet sommaire et avant le projet détaillé, Oui, c'est ça? pardon, Voilà. c'est ça. C'est ça, tout à fait. Au niveau des différents leviers d'éco-conception qui sont pris en compte sur le volet carbone, on a une façade performante thermiquement et qui favorise aussi l'entrée de lumière, qui est très valorisée sur l'un des indicateurs de lumière naturelle, est très valorisé sur le BBIO, hein, l'indicateur BBIO de la réglementation thermique RE 2020. Utilisation d'isolants biosourcés. Les ENR avec des installations de panneaux solaires photovoltaïques en toiture. Le réemploi est également envisagé, hein. On a des objectifs réemploi à hauteur d'un certain pourcentage des travaux qui est bien prévu dans le programme, dans les objectifs programmatiques. Une ossature bois, donc on a une charpente en toiture qui est faite de bois, des planchers aussi en CLT, hein, bois, donc du coup qui permet enfin, le principal gain en fait carbone de construction de ce projet. Et il y a un certain nombre d'autres mesures qui ne contribuent pas au carbone, mais à l'exemplarité environnementale globale du projet, comme la récupération, le stockage et la réutilisation des eaux pluviales. Et je crois que j'ai à peu près tout balayé rapidement. Ok, merci à toi. Alors ensuite, on a mis en place le Hub Nouvelle Air. Donc, je ne vais pas le commenter parce que Olivier nous présentera rapidement tout à l'heure. Donc, c'est un nouvel espace dans lequel on va exposer des matériaux, mais aussi se rencontrer des entreprises extérieures. On a des liens écoles, j'en ai parlé au début, donc on a signé une convention avec une école d'architecture, mais également avec le STP, et on réalise en fait des projets avec des étudiants, que ce soit en école d'architecture ou avec des hackathons avec le STP. Voilà, avec à chaque fois des sujets très orientés développement durable ou l'aéroport du futur, enfin voilà. Donc c'est bien d'avoir aussi des idées venant de la génération future. Et puis on a mis en place des forums du bâtiment. On a déjà des forums infrastructures, mais des forums du bâtiment depuis l'année dernière. Donc voilà, vous avez là les sujets qui ont été discutés en 2023 et en 2024. Et en 2024, on a fait venir la Solidéo là pour montrer comment, pour les Jeux Olympiques, la Solidéo a mis en place aussi des objectifs de consommation carbone et comment ils ont surveillé ces objectifs et comment ils les ont atteints. Et puis, bien sûr, la démarche innovation. Donc, le but au sein de notre entreprise, c'est de favoriser l'innovation. Donc, on a des objectifs pioneers en ce sens. Et nous, au sein de l'ingénierie, on favorise aussi, on permet à nos collaborateurs d'innover et d'innover au sein des projets. Je vais passer la parole rapidement à... Donc, moi, j'arrête mon partage. Alors, je vais prendre Il la va falloir suite. être très vite. Je vais faire vite. Voilà. Alors, faut que j'arrive à afficher. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Hub Nouvelle Air ECP? Alors, pour l'instant, non. Toujours. Là, vas-y, parce que Est-ce que vous voyez l'écran? non, pas encore. Non. Non, c'est bizarre. Sinon, moi, je peux le passer, hein. Je l'ouvre et Ouais, je voulais montrer le tableau qui n'est pas dans la présentation par contre. C'est bizarre parce que ça marchait tout à l'heure.
Bah, je le partage, si tu veux. Ouais. Bon. Ok. Voilà, donc très rapidement, donc comme l'a dit Isabelle, pour accompagner la démarche Nouvelle Ère, nous avons initié ce lieu qui s'appelle le Hub Nouvelle Ère, donc qui est un lieu de partage, d'échange, d'interaction, de réflexion, où se retrouvent donc tous les architectes et les ingénieurs du département de l'ingénierie, et même au-delà, puisque ça s'adresse à toutes les directions d'ADP, qui sont assez multiples. Et c'est à la fois un centre de documentation où on retrouve des ouvrages techniques, architecturaux et environnementaux, et un showroom de matériaux avec des échantillons. Donc, c'est une matériothèque en quelque sorte qui regroupe des matériaux, des produits qui ont à la fois des qualités architecturales, ça c'est la base, mais qui ont aussi des valeurs ajoutées environnementales. Donc, ils peuvent être des matériaux biosourcés, géosourcés, recyclés, recyclables, producteurs d'énergie renouvelable ou qui peuvent cumuler plusieurs de ces caractéristiques. On a également mis en place une GED, c'est-à-dire une base de données informatique qui nous permet d'avoir de l'information sur les matériaux qu'on a préalablement sélectionnés et qui sont donc visibles dans le hub Nouvelle Air. Donc, si tu peux continuer. Voilà, ça, vous avez le plateau, donc c'est le plateau qui est où se trouve le département d'ingénierie d'ADP à Orly. Donc le lieu se trouve sur l'aéroport d'Orly. Et en rouge, c'est donc le hub qui représente à peu près 300 mètres carrés d'espace de travail, de présentation et d'innovation. Voilà, ensuite. Donc, on a une bibliothèque qui regroupe à la fois une trentaine de revues. On a abonné une trentaine de revues dans le domaine de l'architecture, de la technique du bâtiment, de l'environnement, du paysage et des transports. Et puis, on a donc suivant 2000 ouvrages, pareil, liés aux mêmes thématiques. Donc, ça, c'est un fonds qui a été constitué depuis plusieurs décennies, hein. Déjà, on a repris la suite. Mais voilà, on a toutes ces thématiques que vous voyez affichées à l'écran, dont aussi une thématique assez importante sur les aéroports, évidemment, l'aéronautique et les transports. Ensuite, on a des bases de données, voilà, à la fois sur le bâtiment, la sécurité et tout ce qui est normes aéronautiques qui doivent être prises en compte évidemment pour la conception des aérogares. Voilà. Alors là, c'est là où je voulais rentrer dans le tableau en cliquant sur le lien. Bah, essaye pour voir d'ailleurs si ça Non, marche. non, parce que moi, j'ai pas de. Si, ça va marcher. Ah, d'accord. Ah oui. Voilà, vous arrivez sur la plage Nouvelle. Alors si tu descends un petit peu en bas, encore un petit peu, voilà, espace matériothèque, accès base de données, un tout petit peu en haut. En fait, ce que je voulais vous montrer, c'est la base de données qu'on a mis en place. Voilà, très bien. Où on a répertorié actuellement 300 références de matériaux et produits depuis plus d'un an et demi. C'est une sélection, donc on fait nous, on fait une veille, hein, nous au département d'architecture. On est toujours accompagné de nos spécialistes ingénieurs. Donc quand on a sourcé un fabricant qui nous intéresse, on le fait venir, on fait une investigation avec lui, on échange. On a toujours un expert dans le domaine, voilà, si c'est un matériau de structure, on a un ingénieur structure, si c'est un matériau lié à l'électricité, on a un ingénieur électricien, etc. On a des filtres, donc on peut chercher par catégorie, voilà, électricité ou type de matériau, l'aluminium ou par marque. Et donc les gens, donc tous les ingénieurs architectes d'ADP peuvent faire leurs propres recherches via cette base de données. Ce qu'on voit, alors si tu vas un petit peu plus vers la gauche, après par exemple sur la ligne de ce matériau là, qui est un peu spécial, qui est plutôt pour les revêtements de sol, drainant, enfin il est intéressant, hein, c'est plutôt pour la partie infrastructure externe. On a donc des informations sur ce matériau. On dit s'il y a des fiches environnementales, voilà, sur le bilan carbone. On donne des notions de coût, mais évidemment des informations liées au bilan émissions carbone, donc c'est l'indicateur environnemental, réchauffement climatique, et sur l'utilisation de l'eau aussi. C'est important. Alors là, on ne le voit pas sur ce produit-là, Ouais, en non. l'occurrence, parce qu'on n'a pas toujours les informations, mais on essaie de mettre en avant les deux critères qui sont les émissions carbone sur 50 ans, sur une analyse de cycle de vie, comme l'a expliqué Stanislas, et aussi sur 50 ans, la consommation d'eau, puisque ce sont deux ressources, enfin une émission importante par rapport au changement climatique et une qui est importante puisqu'on va manquer d'eau aussi dans les années à venir. Voilà, ça c'était pour la base informatique. Ça, tu peux revenir sur la présentation, s'il te plaît, du coup, Isabelle, sur le PowerPoint. Alors attends, je reviens sur le PowerPoint. Hop.
Voilà, donc après, on a toujours dans cette base de données de la documentation sur les techniques constructives. Voilà, c'est la slide suivante. Voilà, donc on a... Non, c'était un peu avant. Voilà, des informations sur des techniques de construction. Par exemple, là, c'est sur les façades double pot. Pour ceux qui savent ce que c'est deux lames de verre dans lesquelles on fait circuler un flux d'air, soit pour réchauffer, soit pour rafraîchir le bâtiment, par exemple. Mais on a bien d'autres techniques. Donc, les gens trouvent de la documentation dans cette base de données. Ensuite, on a la deuxième manière de rentrer dans le hub, c'est d'aller physiquement sur place et d'aller voir les matériaux, les échantillons. Donc, comme vous le voyez, à l'instar des ouvrages et des revues, on a des codes barres avec un système de flash. Et donc, on peut emprunter les matériaux comme on peut emprunter les ouvrages et les revues. Et les gens peuvent voir si le matériau les intéresse. Si ça les intéresse, ils vont creuser dans la base de données. Ou alors inversement, comme je l'ai présenté tout à l'heure, ils vont dans la base de données. Et s'ils sont intéressés, ils peuvent aller sur place voir le matériau concrètement. Ensuite, on a donc, comme l'a dit Isabelle, mis en place des événements et puis de la communication. Donc, chaque mois, on a une newsletter qui informe sur les derniers matériaux qui ont été sourcés, les derniers ouvrages achetés et puis les dernières revues en date. Voilà. Ensuite, on a des rencontres de l'innovation, donc avec un partenaire qui s'appelle Impulse Partners, qui nous aide à sourcer des startups innovantes dans le domaine du bâtiment. Voilà, donc ça c'était un dernier événement. Ben, Et puis nous-mêmes, nous organisons des événements tous les un mois et demi avec un fabricant sur une thématique particulière. Donc là, par exemple, lundi dernier, c'est le fabricant Neosem qui fait des ciments bas carbone qui est venu nous faire une présentation sur ces nouveaux procédés. Voilà. Donc très rapidement la visite virtuelle, donc on a ce lieu de 300 mètres carrés avec deux documentalistes, chacune à mi-temps, qui gèrent le fond. Voilà, donc ça c'est l'espace accueil. Ensuite, on a le présentoir avec les revues du mois, hein, la trentaine de revues, et puis à gauche les derniers ouvrages à acheter, donc les gens voient un petit peu l'actualité de ce qu'on a récemment acquis. Un desk où on présente les matériaux aussi du mois, voilà, donc ça tourne très fréquemment. Ensuite, on a l'espace bibliothèque, voilà, donc avec toutes les revues diverses et variées. Tu peux continuer. Voilà, la maquette du projet dont je vous ai parlé tout à l'heure, bon, on ne la voit pas très bien, mais c'est le aussi des démonstrateur de messages. construction durable. Donc, on essaye de mettre en avant nos projets aussi via des maquettes. Tu peux continuer. Voilà, bon, ça, c'est toute la partie bibliothèque, hein, ouvrage technique. On a des anciens livres très intéressants. Alors, l'espace matériaux, il est organisé par par lot du bâtiment. En fait, on appelle ça des lots dans le bâtiment. Donc, plutôt la partie clos couvert, façade, par exemple, ce que vous voyez à l'écran où on peut voir notamment des verres, des parements en verre avec du verre recyclé, du bois brûlé, donc c'est une technique où on calcine le bois pour le protéger. Donc c'est un matériau qui a un bon bilan carbone. À gauche, des parements avec du bois et des fibres de scierie recyclées. Donc ce sont des déchets, on en refait des nouveaux parements. Voilà. Ensuite, on a toujours dans les parements les matériaux géosourcés, dont j'en ai parlé rapidement tout à l'heure sur le projet d'Orly 4. On essaie de favoriser les matériaux qui sont issus de la nature, donc soit biosourcés, donc qui sont issus de la biomasse, déjà produits par la nature, ou géosourcés, issus de la terre, donc également produits par la nature. Voilà, ensuite on a des matériaux, tu peux continuer effectivement, des matériaux, ça c'est les parements photovoltaïques, donc on va tester sur le toit d'Orly 4, qui sont des parements architecturaux, des panneaux souples aussi qu'on peut poser en toiture pour des rénovations photovoltaïques. Toute une thématique sur le verre. Comment garder des surfaces vitrées tout en se protégeant du soleil. Voilà, c'est quelque chose qui nous intéresse puisqu'on essaie de faire rentrer un maximum de lumière naturelle à l'intérieur de nos aérogares pour le confort des passagers et puis pour donner une vue aussi sur l'extérieur. Donc ça, c'est très important pour après avoir un bon classement sur la qualité offerte aux passagers. Voilà. Des nouveaux bétons, donc des bétons là biosourcés, donc on remplace les agrégats, donc les cailloux et le sable par des fibres de bois ou de chanvre, ce qui améliore le bilan carbone et il leur donne aussi une capacité isolante. Et puis on a aussi les ciments bas carbone, j'en ai parlé tout à l'heure, où là on remplace dans le ciment des éléments qui nécessitent beaucoup d'énergie pour être mis en œuvre, dans le clinker en l'occurrence, par de l'argile ou par du gypse, ce qui fait qu'on peut diviser par deux, voire même plus, le bilan carbone de ces ciments. On a, voilà, ça c'est un focus sur les ciments bas carbone, les bétons biosourcés, pardon, avec préfabriqués avec des ossatures bois. Donc là, on cumule aussi l'intérêt de la construction hors site, donc en usine, ce qui fait qu'on a des chantiers plus rapides, plus propres et plus décarbonés. Voilà. Ensuite, on a des briques de terre crue. Ça, c'est un matériau très intéressant puisqu'on peut utiliser la terre d'excavation des chantiers pour en faire des briques qui nous servent après pour faire des cloisons.
Ensuite, on a les vitrages dont j'en ai parlé, avec maintenant des nouveaux vitrages bas carbone. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des vitrages issus de verre recyclé. Ensuite, on a les vitrages à verre cristaux liquides, avec du cristaux liquide intégré à l'intérieur, ce qui fait que en faisant passer un champ électrique, on peut opacifier de manière progressive le vitrage et donc se protéger du soleil et garder une certaine transparence. Après, on a toute une thématique sur l'aménagement intérieur, le second œuvre avec nos architectes d'intérieur, les moquettes, les parements bois, etc., moquettes biosourcées et recyclées. On a également voilà, des parements avec des plastiques recyclés, notamment des parements acoustiques. Ça, c'est important d'avoir une bonne acoustique dans les aérogares. Ensuite, on a des revêtements de sol qui peuvent être faits avec toujours des éléments biosourcés. Donc ça, ce sont des revêtements de sol, des dalles faites avec des coquillages, que ce soit des huîtres, des moules ou des coquilles Saint-Jacques, par exemple. Et puis, on a voilà, tout ce qui est lié au bois, évidemment, en extérieur, en intérieur, en parement et en sol. On a les luminaires, donc nouvelle génération de LED, j'en ai parlé précédemment. Et puis, on peut remplacer le métal par du bois, par du carton. Voilà, il y a beaucoup de fabricants qui commencent à faire ça. Ça se développe avec même des luminaires qui sont issus du recyclage avec des fenêtres recyclées, par exemple. On a ensuite, voilà, ça c'est un brasseur d'air, donc c'est plutôt dans les systèmes CVC. C'est un ventilateur qui en été va rafraîchir en créant un courant d'air par évapotranspiration. Donc on peut enfin, on peut réduire la consommation de la climatisation. Et puis en hiver, ça marche également puisque ça va ramener l'air chaud vers le bas, vers les passagers, et on va pouvoir donc consommer moins de chauffage. Donc ça, c'est des choses qu'on aimerait bien tester, notamment aussi dans les hangars avions. Voilà. Et puis, on a les revêtements de sol extérieur, donc toujours en béton bas carbone ou en éléments biosourcés, toujours à base de coquilles Saint-Jacques, par exemple. Matériaux drainants aussi qui laissent infiltrer l'eau dans le sol. Et puis, on a la végétalisation, ça aussi, c'est quelque chose qu'on va tester toujours sur le démonstrateur de construction durable à Orly. Les toitures végétales, en plus, c'est une imposition réglementaire maintenant, avec le photovoltaïque en toiture. Donc, il faut forcément qu'on s'y mette. Ensuite, on a voilà, bon, toujours le même principe de récupération d'eau. Des éléments du patrimoine, ça en met en valeur aussi dans notre showroom. Ça, c'est des anciens globes dessinés par notre ancien architecte en chef, Paul Andreu, très connu, voilà, qui a dessiné beaucoup d'aérocars pour ADP. Les anciennes céramiques aussi de l'artiste Claude Viseux. Voilà, il y a un aspect patrimonial dans cette matériothèque. Et puis rapidement, bon, les applications, voilà, donc tout le travail de cette matériothèque a une application directe. Et inversement, des fois, les projets alimentent aussi la matériothèque. Donc là, c'est les panneaux solaires organiques souples qu'on va mettre sur nos hangars lossiers à l'aéroport du Bourget, parce qu'ils sont très légers, donc ils peuvent se mettre sur des bâtiments anciens. Le bois brûlé, j'en ai déjà parlé, donc pour des parements. On l'a déjà testé sur un petit bâtiment de Vertiport, donc pour les nouveaux drones, les taxis volants, en fait, pour l'accueil des passagers. Ensuite, on a les parements géosourcés, j'en ai parlé tout à l'heure également, à base de pierre. La façade, voilà, nouvelle façade avec les ossatures en bois. Les isolants biosourcés, voilà, la façade expérimentale, on l'a également évoqué tout à l'heure. Les isolants biosourcés. Donc les bétons de bois, on les a déjà appliqués pour un petit bâtiment technique sur l'aéroport du Bourget. Les nouveaux luminaires, donc à base de carton, voilà, on décarbone en retirant le métal, et on les a déjà testés sur un de nos terminaux à Roissy. Et puis donc voilà, on a des espaces d'échange, de partage, de communication, comme on l'a déjà évoqué. Et puis on met en valeur nos POC, nos innovations. Là, c'était le luminaire dont je vous ai parlé également tout à l'heure qui est mis en avant. Bientôt, ce sera un autre, notamment la façade photovoltaïque, je pense. Et puis, voilà. Voilà la présentation du hub. Voilà, merci beaucoup. Alors, on a un peu débordé, donc je ne sais pas si on a encore le temps d'échanger, mais c'est vrai que c'était assez dense. Alors, Isabelle, il y a plusieurs choses dans le chat. Déjà, Adam demandait s'il était possible de présenter, enfin de partager le support de présentation. On enregistre ce webinaire, donc il sera disponible en replay, mais peut-être que vous souhaitez présenter aussi, enfin partager, pardon, le support. Oui, 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 ben moi je passerai par vous, oui. Ok, bon, bah, très bien. Il y avait une question de Théo aussi. Est-ce que Théo est là? Parce qu'il y a une question de Théo et d'Alexis. Alexis, je crois qu'il s'est déconnecté, mais peut-être pas Théo. Oui, moi je suis là. Hmm. Bonjour à tous. Bonjour.
Oui, donc déjà merci beaucoup pour cette présentation. Ma simple petite question, là, c'est sur l'outil de calcul de budget carbone. Ma question était en phase amont, quelles sont les données d'entrée que vous mettiez dans l'outil pour faire votre calcul de budget carbone? Est-ce que c'est uniquement des données en mètres carrés? Souvent en phase amont, on n'a pas l'information sur le type ou la quantité de matériaux qu'on va utiliser. Ouais, pardon, je me permets de répondre, mais ouais, c'est une question, très bonne question. Et vous avez à moitié répondu. Donc, effectivement, on va travailler sur des ratios par unité fonctionnelle. Et généralement, les unités fonctionnelles sont des mètres carrés par type d'usage. Donc, on a toute une base de données de facteurs d'émission qui sont ramenés au mètre carré par type d'usage, mais ça peut très bien être comme une unité fonctionnelle. On pourrait avoir aussi des puissances quand il parle de système de production d'énergie, de linéaire quand on parle de tri-bagage. Voilà. Donc, on n'est pas sur des ratios d'émissions par quantité quand on connaît les quantités de matériaux qui sont, eux, utilisés pour réaliser un calcul d'ACV. Mais vous l'avez bien compris, on est sur des ratios grosse maille avec les données disponibles quand on est en faisabilité, c'est-à-dire généralement des surfaces ou par unité d'équipement, par longueur ou par puissance. Voilà, grosso modo. Ok, très bien, merci. Il y avait donc une autre question d'Alexis, on peut peut-être la lire et vous pouvez peut-être y répondre et il regardera en replay. Donc il disait bravo, votre trajectoire décarbo est bien concrète, ça doit être épanouissante que de contribuer à relever au défi climat. Comment est accueillie la formation des chefs de projet? Ça doit pas être simple de convaincre lorsqu'on parle décarbo en aéronautique. Quel axe vous prenez dans la formation? Hmm. Hmm. Alors Stan, toi qui vois beaucoup de chefs de projet, moi je dis que Ouais. nos chefs de projet sont des constructeurs, hein, donc eux, ils sont un peu plus à l'écoute. Euh, et aujourd'hui, je pense que les maîtres d'ouvrage commencent à bien rentrer, en fait, dans le système, hein. De toute façon, nous, on a pris des objectifs groupes, hein, donc voilà. Au départ, c'est pas évident, mais là, je pense qu'ils commencent à bien comprendre qu'il n'y a pas que l'aspect financier, il y a l'aspect carbone qui est à prendre en considération. De toute façon, Oui, ils n'ont tout à pas le fait. choix parce que maintenant, Ouais. pardon Stan, mais je te laisserai compléter, mais la réglementation va s'imposer à nous et à eux. Donc, de toute manière, le carbone est vraiment quelque chose, et pas que le carbone d'ailleurs, est quelque chose Oui, à prendre en compte obligatoirement. Moi, juste pour compléter, moi j'aurais tendance à dire que le chef de projet il a une vision assez pratique des choses. Donc si l'objectif figure clairement dans sa feuille de route, lui ce qu'il souhaite c'est connaître les outils, les moyens, les ressources sur qui s'appuyer. Donc souvent on a les remarques, qui c'est qui peut m'aider pour piloter le calcul d'ACV, qui c'est qui peut m'aider pour analyser ou décliner les objectifs dans les dans les documents de consultation. Donc il a besoin d'aide, il a besoin qu'on l'accompagne et de bien comprendre l'organisation et les outils qu'on met en face hein, pour atteindre les objectifs. Mais globalement, si on arrive à répondre à ces questions pratiques, généralement, le chef de projet accepte tout à fait de jouer le jeu. Merci. Guy a une question. Ensuite, Guy, tu prends la parole? Oui, bonjour. Vous n'avez parlé pendant le... Vous m'entendez? C'est bon? Oui, oui, oui. Oui. Vous ne parlez pendant cette conférence que d'émissions CO2. Mais de plus en plus, à mon avis, hein, on se doit d'aborder les émissions non CO2 qui sont à la mode maintenant. Ça commence à déborder avec les NOx, les aérosols, la vapeur d'eau. Est-ce que vous comptez élargir votre spectre de recherche sur les non CO2? Et tout au début de votre intervention, vous parliez de l'hydrogène comme étant une solution. L'hydrogène, évidemment, il n'y a plus de CO2, mais on augmente les NOx, les aéroports et la vapeur d'eau. Donc, d'un côté, c'est bon pour le CO2, mais l'hydrogène, c'est pas bon pour les non CO2. Est-ce que vous avez des réflexions en cours là-dessus? Alors dans la construction, non, mais par contre, on surveille tout ça, nous, on a un laboratoire au sein d'Aéroports de Paris.
Et le laboratoire surveille tout ce qui est ce type d'émissions, la qualité de l'air, mais ce type d'émissions aussi. Et on a mis en place aussi, mais depuis très longtemps, des stations de mesure de bruit. Donc on mesure aussi enfin, voilà, la problématique bruit. On fait des simulations, on fait des projections. Voilà. Donc, mais tout ça, c'est plutôt au sein du laboratoire du groupe ADP, hein, qui fait partie de mes équipes, mais qui participe pas à la construction ou la rénovation des nouveaux bâtiments ou infrastructures. Mais on le fait de concert, quoi. Enfin, voilà, on a de la surveillance, mais par contre, c'est vrai que dans la construction ou la rénovation, on n'a pas encore ajouté ce type d'éléments. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Stan. Mais Alors, on surveille, par contre. oui, je vais complètement dans ton sens. On n'a pas effectivement une vision. Enfin, on est très carbone. On raisonne beaucoup en carbone équivalent quand même. Donc, Ça. les gaz à effet de serre autres que le CO2, généralement, sont pris en compte dans le Mm, CO2 équivalent, hein, parce qu'il mm, y a un facteur multiplicatif du pouvoir de réchauffement, hein, pour les autres gaz. Donc, le méthane. J'ai plus en tête quel gaz, mais par exemple, ça me fait penser à un projet récent qu'on a étudié. On a fait une évaluation carbone sur un projet énergie où il utilisait un gaz pour limiter le risque d'explosion, qui a un pouvoir de réchauffement climatique 25 000 fois plus puissant que le CO2. Donc typiquement, dans notre évaluation carbone, on en a clairement tenu compte, hein. On a calculé la quantité enfin, le volume de gaz de ce gaz et on l'a compté dans notre budget carbone en prenant en compte le facteur multiplicatif en réchauffement climatique de ce gaz. Et pour ce qui est Oui, des autres impacts, là on a beaucoup parlé des gaz, mais par contre on a clairement aussi une volonté Isabelle l'a évoqué, de tenir compte des autres enjeux environnementaux que sont l'eau, la biodiversité. Donc, on réfléchit aussi à mettre en place voilà, des démarches similaires pour mesurer l'impact de nos projets en termes d'eau et de biodiversité et s'améliorer aussi sur ces volets-là. Donc, ça répond pas complètement à la Donc, question, mais enfin, un petit peu. pour non, compléter, mais par juste, exemple, tous ces gaz d'extinction dans les salles informatiques et tout ça sont extrêmement polluants, hein, et mm, il faut en tenir compte, et c'est au niveau de la construction qu'on doit en parler. Et puis, tous les liquides frigogènes maintenant, dans les pompes à chaleur et tous ces circuits-là, bon, bah, il y a matière à recherche. alors pour compléter sur la partie matériaux, il existe les fiches FDES, je vais rapidement évoquer, ce sont des fiches de déclaration environnementale et sanitaire où il y a de mémoire 16 indicateurs. Nous, là, j'ai parlé du CO2, on se concentre sur le CO2 et comme l'a dit Stanislas, c'est équivalent CO2. Donc tous les gaz à effet de serre sont pris en compte dans ces équivalents sur une analyse de cycle de vie de 50 ans. Il y a aussi l'indicateur de l'eau dont j'ai parlé, mais il y en a 14 autres qui prennent en compte les dégagements nocifs, voilà, de produits chimiques, etc. Donc c'est quand même assez bien environné aussi dans le monde du bâtiment. Mais c'est vrai que nous, on regarde en particulier tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? N'hésitez pas à prendre la parole directement. On a, Bon. on a été très long ce soir. C'était très dense. Bon. Alors, si personne n'a d'autres questions, est-ce que vous voulez conclure, Isabelle? Bah, écoutez, moi je pense que c'était important de présenter ce que l'on fait en matière de construction et de budget carbone parce que ben, voilà, sur les aéroports, il n'y a pas que des avions, il y a aussi toutes les infrastructures autour pour permettre aux passagers de venir. Et puis aux avions de décoller et atterrir. Voilà, donc c'est un contexte à prendre dans sa globalité. Et en tant qu'ingénieur, il est important d'appréhender aussi ces sujets-là. Voilà, ben, merci pour nous avoir permis de parler de ce sujet très important, avec des objectifs très ambitieux, mais qui seront atteignables. Voilà.